C'est le printemps, la température monte, c'est le 165e épisode des Technos, quoi demander de mieux? Peut-être de passer un bon moment avec deux garnements. Celui-ci, Sébastien. Hello. Salut Sébastien. Et puis celui-là, Xavier. Hello. Salut Xavier. Pour parler technologie durant une heure à peu près. J'ose plus m'avancer maintenant quand je parle d'horaire, parce que quand je dis on n'a pas beaucoup d'infos, vous savez, pouf, on fait 1h20. Et puis des fois, on a un long planning et finalement, ça va tellement vite qu'on ne voit pas le temps passer et une heure après, c'est terminé. Quoi qu'il en soit, on va passer, on l'espère en tout cas, un bon moment ensemble pour passer en revue l'actualité technologique telle que ces deux gaillards l'ont perçu durant toute la semaine. C'est notre revue de presse, comme on a l'habitude de dire. C'est leur opinion également. Donc, ça se partage, l'opinion, ça se discute également. N'hésitez pas à faire des commentaires si ça vous vient, en commentaire donc de cette vidéo sur YouTube ou sur notre blog lestechno.be. Les pouces levés sont les bienvenus également, puisqu'on en parle. Et puis les étoiles aussi, plein les yeux et plein les applications de podcasts telles que iTunes, par exemple, pour ne citer que celle-là, mais vous en connaissez certainement d'autres également, sous Android, par exemple. N'hésitez pas à aller visiter notre site, lestechno.be. Il y a toute une série de liens avec des applications en référence et là où on se trouve de manière générale. Voilà, j'ai fait mon petit laïus. Je peux passer la parole à mes petits camarades. Ça y est, tu peux te réveiller, Seb, c'est terminé. Oui. Pas de courrier des auditeurs cette semaine parce que je pense qu'on a répondu, que ce soit Sébastien, l'autre Sébastien, ou même Xavier ou Benoît, ils ont répondu aux questions posées la semaine dernière. Xavier, avec quand même un truc à rajouter avant de commencer. J'ai vu quand même une demande qui était qu'on... Alors je m'excuse, j'ai plus le nom sous les yeux, mais j'y pense maintenant. J'ai vu une demande aujourd'hui qui serait de parler de doc.io, qui est un outil que je ne connais pas, et donc on va se pencher un petit peu sur la question et voir si on sait en parler un petit peu plus en détail à l'avenir. C'est encore un outil décentralisé, je crois, pour gérer des données dans le cloud, mais à vérifier, et on en parlera plus en détail si l'un de nous est intéressé. Oui, parce que c'est toujours ça aussi la problématique, c'est que ça prend du temps, répondre à ce genre de questions, et il faut effectivement qu'on ait un petit peu la fibre, et que l'un ou l'autre dans l'équipe, ils sont 6 quand même, donc bien souvent, on a des réponses, mais il faut qu'il y en ait l'un ou l'autre qui s'y colle, comme on dit, et s'intéresse à la chose. Ça ne vient pas toujours spontanément. Il faut des fois un petit peu travailler son sujet, comme on dit. Dans ces cas-là, Sébastien est toujours dans l'obscurité. Ça va, Sébastien? Oui, j'allais dire, en fait, j'ai l'impression que j'ai un filtre jaune. Oui, c'est un petit peu jaunâtre. Je ne sais pas pourquoi. Je rayonne. Voilà. Xavier, il a une lumière fort blanche. Oui. Tu vois, comme ça, c'est un peu presque la même chose. C'est un peu bizarre. Non. C'est un échange de couleurs, de chroma un petit peu particulière. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais moi, je sais pas, c'est peut-être le filtre nuit. Tu vois, sous les nuques, j'ai un filtre, ma couleur change avec le. C'est la lumière, mais de nuit. C'est imitation lune. Oui, c'est ça. Tu veux qu'on fasse les cri-cri? Non. Ça pourrait être intéressant, et pourquoi pas. On peut donc entamer directement notre abécédaire, puisqu'il n'y a pas de réelles questions d'auditeurs, en tout cas pas à y répondre ici dans ce début d'épisode. On commence avec la lettre B, si vous le voulez bien. B comme Bretagne, ça tombe bien parce qu'on a pas mal d'auditeurs en Bretagne. Ça, c'est un truc qui m'a bien fait rigoler, Xavier. C'est ce tweet envoyé par des Bretons qui se sont retrouvés avec une baignoire. Un truc qui ressemble à une baignoire. Alors, le B comme breton, c'est évidemment un petit coucou à nos auditeurs en Bretagne. On en a quelques-uns. Ici, ce sont des habitants de l'île de Kéménès en Bretagne qui faisaient leur petite promenade nocturne et qui ont découvert une coque de 2,5 mètres de diamètre. Alors, ils ont cru d'abord que c'était une pièce d'un bateau ou un engin aérien qui s'était échoué sur la plage, mais ils ont vu à l'intérieur de cette coque en fait une plaque SpaceX. Donc ils ont envoyé un petit tweet à Elon Musk qui a fait un petit buzz, mais qui a été repris par pas mal de médias, en tout cas français. Parce qu'en fait, ils ont découvert donc le nez d'une capsule Dragon. Ça, c'est ce que les médias ont dit dans un premier temps. Il s'avère en fait que c'est le nose cone de la fusée Falcon 9 qui ravitaille la station spatiale internationale et qui est tombé dans l'Atlantique. Alors,
les médias ont raconté un petit peu tout et n'importe quoi parce que comme ils maîtrisaient pas des masses les sujets, ils ont pris pour fait content des tweets ou des informations qui ont été relayées. On a dit par exemple que c'était un débris qui était tombé dans le point Nemo, qui est ce fameux espace où tous les débris spatiaux ont tendance à tomber, à s'accumuler. Oui, l'endroit le plus éloigné de toute Terre, hein, dans l'océan, oui. Voilà. Donc c'est à cet endroit-là qu'on essaye de récupérer la majorité des débris spatiaux. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est là qu'était tombé un peu par hasard Tiangong, oui. Qui est le laboratoire, la station spatiale chinoise. Ouais, oui. Et donc, voilà. Ouais. Et donc ici, en fait, c'est un fait assez anodin parce que des débris spatiaux, il y en a un petit peu tout le temps. Mais ici, c'est tombé en Bretagne et les médias l'ont relayé un petit peu plus. Et puis, c'est un débris de la fusée Falcon 9, qui est quand même une des fusées dont on parle le plus pour le moment avec SpaceX et Elon Musk. Alors, ce qui s'est probablement passé, d'ailleurs, on le voit sur les différentes photos, c'est que ces débris ont flotté et ont dérivé jusqu'à arriver sur une côte bretonne. Ça aurait pu arriver ailleurs. Ils ne sont pas tombés sur la Bretagne. Hein. C'est tombé dans l'Atlantique et d'ailleurs, c'est pas un élément tout récent. Donc on voit sur les photos, on voit qu'il y a déjà des moules, des coquillages, des trucs qui se sont mis dessus. Donc ça a dû dériver quand même un certain temps, quoi. Il y en a un qui pense qu'à bouffer. Il y avait des moules. Toi, tu penses qu'à bouffer. Je suis pas sûr qu'il pense à ça. Mais ceci étant dit, voilà, les gens qui l'ont trouvé l'ont pas trouvé mauvaise entre guillemets. Ils ont trouvé même ça plutôt amusant. Moi, j'ai vu les tweets qu'ils ont envoyés. Ils disaient, si Elon veut venir le chercher, il n'y a pas de souci, il peut venir, il sera bienvenu. C'est rigolo quand même. Ils ont une baignoire maintenant dans leur jardin. C'est un petit peu particulier, mais c'est... Bon, après, il y en a qui vont encore dire, des esprits chagrins, qui vont dire, c'est Elon Musk qui pollue l'espace et maintenant pollue la Terre. Bon, on n'ira pas voir au fin fond des océans, voir toutes les pièces que la NASA a lâchées depuis la conquête spatiale. Il doit y avoir pléthore de matériel également un peu partout. Enfin, c'était anecdotique, mais c'était rigolo quand même de le constater, cette petite aventure, entre guillemets. On est à la lettre C comme constellation, Sébastien, avec Earth Now. Il faudra sortir couvert. De quoi s'agit-il ? C'est une petite start-up qui a trouvé quelques fonds sympas donc quelques grosses boîtes comme Airbus, SoftBank et un gars qu'on connaît mais qu'on voit plus très souvent, Bill Gates. Donc ils ont un bon round pour du financement et en fait c'est une boîte qui va balancer des satellites. Mais pas juste un ou deux petits satellites, toute une constellation autour de la Terre pour pouvoir voir. Alors c'est ça qui est c'est une première, c'est pour ça que ça fait un peu le buzz sur les sites pour le moment cette semaine, c'est de pouvoir filmer en temps réel la Terre au complet. C'est ça. Et donc les mecs de leur bureau, dans leur petite start-up, ils vont dire, grâce à tous nos satellites, on va pouvoir en temps réel regarder la Terre où que vous soyez. Et donc évidemment c'est un truc qui va leur coûter un avion de chasse parce que c'est pas juste un satellite qu'ils doivent lancer, c'est une énorme constellation et il y a énormément de contraintes, on va reparler vite fait ici, mais ils espèrent après pouvoir rentabiliser ce service pour vendre les accès aux vidéos pour ceux qui se font par exemple pirater un bateau, s'il y a des feux de forêt pour les autorités, etc., etc. Donc donner des accès payants à certains gouvernements pour surveiller ce qui se passe sur le territoire. Mais ôte-moi un doute, donc ce qui est nouveau dans l'idée, c'est de filmer l'ensemble de la planète. Oui, et l'ensemble de la planète au même instant, c'est ça l'idée. C'est ça. Donc n'importe où, tu peux, n'importe quel moment, tu peux dire. C'est pas comme on imagine qu'il y a ou qu'il y ait des satellites qui se déplacent ou qu'on positionne pour regarder une partie de la planète. Là, l'idée, c'est de regarder l'ensemble. Et avec quel niveau de détail ? Alors quel niveau, ça on ne sait pas encore, mais ils sont en train de bosser sur la partie soft et hardware du truc parce que c'est là que ça se complique pour transférer un flux vidéo, parce que normalement aujourd'hui il y a des satellites qui passent un peu partout, mais on envoie des photos.
Oui. Donc, et ça représente une bonne qualité, mais ça représente quand même énormément de data parce qu'il n'y a pas de câble, donc c'est assez compliqué. Et ici, les mecs, ils veulent faire du flux continu, donc l'image. Ils vont streamer l'image. Ils vont streamer l'image du satellite. Et donc, ils sont en train de bosser sur toute la partie software pour essayer d'optimiser le transfert des vidéos et le fait aussi que ça consomme le moins possible parce que le problème, c'est que aussi, il n'y a pas de prise de 120, donc c'est uniquement par panneau solaire. Donc il y a quand même pas mal de challenges avant de réussir à balancer le truc dans l'espace. Mais voilà, en tout cas ça fait pas mal de buzz et l'idée n'est pas foncièrement mauvaise parce que ça peut servir à pas mal de trucs. Maintenant, d'une certaine manière, tu sors à poil dans ton jardin. Ce que je veux dire, est-ce qu'on va pouvoir maintenant rêver d'un Google Earth en temps réel? En temps réel. C'est l'idée. C'est l'idée. Ce serait génial. T'imagines? Est-ce qu'il y a de la place pour se garer devant chez Xavier? Attends, je regarde. Ah non, ça va, il y a une place libre. Xavier, sors de chez toi, mets une chaise. Non, mais est-ce que tu vas? Reviens. Non, mais c'est ça qui est et on va arriver à ça. C'est hallucinant. Oui, tu vas y arriver. Oui. Il y a 20 ans, t'imaginais pas. Ils vont brider le système. Oh, le brider, directement brider. Ça pour mes origines, mais ils vont brider le truc parce que le niveau de détail qu'on peut déjà obtenir, en principe, est plus élevé que ce que le respect de la vie privée permet. Il y a ça, et puis un autre niveau de bridage belge, ce sont les nuages. Parce que je sais pas si vous voyez, mais en Belgique, quand même, il faut quand même qu'il n'y ait pas de nuages pour que ça fonctionne, le bidule. Maintenant, imagine, là, aujourd'hui, effectivement, on parle de beaux trucs pour lutter contre les feux de forêt, contre le piratage de bateaux, contre machin, etc. Demain, on te pique ta bagnole, tu regardes la vidéo, tu vas voir où il va. Oui. Est-ce qu'il y aura du replay? Est-ce qu'il y aura du replay, monsieur? parce que si on va revenir en arrière, dire tiens, à 10 heures, qu'est-ce qui s'est passé devant chez moi? Non, mais tu imagines la puissance, évidemment, mais là c'est un problème de conscience. La puissance d'un point de vue gouvernemental et même ici d'un point de vue sociétal, c'est une boîte privée. Sur tout ce qu'ils vont avoir comme accès ou comme information en temps réel, ils pourront dire, mais après il y a des trucs qui sont géniaux. On enlève un gosse, ils peuvent suivre le truc pour essayer de le retrouver directement. Donc c'est le Minority Report. La Chine est déjà très très loin. Ils ont un réseau de caméras qui est incroyable et ils ont fait des tests récemment. Ils peuvent retrouver n'importe quelle personne sur base de la reconnaissance faciale. Ils peuvent retrouver pourtant ils se ressemblent tous. Quelques minutes dans les grandes villes. D'où le challenge, Sébastien. S'ils arrivent eux à le faire, chez nous, c'est réglé. Moi, je pense qu'avec cette histoire de satellite, ce sont les vendeurs de parapluies qui vont mieux s'en sortir. Parce que si on peut plus sortir de chez soi sans être reconnu par un satellite, là, je pense qu'il y a un problème de vie privée, effectivement, c'est un débat sociétal. C'est un débat sociétal, effectivement. Non, mais c'est vrai. Parce qu'on parle beaucoup de Facebook et on va en reparler d'ailleurs et des informations qui circulent, etc. Mais si on peut associer les informations qui circulent sur les réseaux sociaux versus tes déplacements, où tu as été, qui tu as rencontré aussi, parce que c'est la même chose. Ta maîtresse oui, enfin, où tu as été, quoi. Et avec qui, peut-être. Là, il n'y a plus de secret pour personne, et là, ça pose un vrai problème, ça c'est clair. On va en parler d'ailleurs, puisqu'on est à la lettre F comme Facebook, Xavier, Facebook qui veut réintroduire justement la reconnaissance faciale en Europe, et pas qu'en Europe d'ailleurs, je voyais que c'était également le cas au Québec. Ouais. En fait, avec l'entrée en vigueur de la GDPR, donc le 25 mai prochain, Facebook veut profiter de l'occasion pour relancer une fonctionnalité qu'ils avaient bloquée, justement pour des raisons de protection de la vie privée. En fait, il y a 6 ans, le tagging, c'est-à-dire la reconnaissance faciale des photos que les gens postent sur Facebook. Donc, quand vous avez une photo qui était postée, Facebook analysait automatiquement la photo, et s'il retrouvait une personne, c'était tagué automatiquement. Donc vous étiez tagué sur des photos sans spécialement le vouloir et même parfois sans le savoir. Et donc, Facebook va demander maintenant, comme ils sont obligés de respecter le GDPR, ils vont demander à tous les Européens s'ils veulent bien que le réseau utilise cette fonctionnalité. Donc, ils vont réintroduire ça. Et le truc, c'est qu'ils font ça de manière assez maligne, puisqu'ils vont dire que on va vouloir
cocher cette option, et qui va donc les autoriser à faire plein de choses derrière, de manière assez maligne. Parce qu'en fait, ils vont dire que on va se servir de cette fonctionnalité pour respecter la confidentialité en détectant, par exemple, si quelqu'un d'autre utilise une photo de vous comme photo de profil. Donc ils disent que c'est quelque part pour vous protéger. On va dire aussi que, par exemple, que c'est pour aider les malvoyants à savoir qui se trouve sur une photo. Mais bon, tout ça, c'est surtout une identification automatique qui donne beaucoup plus de renseignements à Facebook, par exemple, sur l'endroit où on se trouve ou avec qui on est, et ce qu'on est en train de faire, quoi. Donc c'est quand même... Tant que c'est manuel, on peut encore décider à l'heure actuelle de dire est-ce qu'on est d'accord d'être tagué par un ami ou même quelqu'un qu'on ne connaît pas sur une photo. Ça, on peut le dire en tout cas. Ce qui n'empêche personne d'essayer de vous taguer quand même et que ça rentre quelque part dans les informations cachées entre guillemets dans les arcanes de Facebook. Mais bon, ici, si c'est automatique, une photo de groupe quelque part où quelqu'un me ressemble, si ça se trouve, il va être... je vais me retrouver localisé dans un endroit où je suis peut-être jamais allé et rencontrer des gens que j'ai peut-être jamais rencontrés ou des gens que j'ai fréquentés que j'ai pas... aussi. Oui, c'est ça. Voilà, là aussi, on en revient à l'histoire des satellites juste avant, mais il n'y a plus de secret pour personne, ça ne va pas, quoi. Est-ce qu'il va nous poser... L'idée, c'est qu'ils vont nous poser la question de savoir si on est d'accord ou pas, c'est ça l'idée, je pense. Oui, donc c'est juste une petite option à cocher. Est-ce que vous êtes d'accord de nouveau dans le respect de la GDPR? À cocher ou à décocher? À cocher. D'accord. Cocher. Donc tu dois marquer ton accord, mais il présente ça de manière très maligne, puisque c'est pas est-ce que vous êtes d'accord qu'on... donc il présente vraiment des fonctionnalités utiles pour ça, et est-ce que vous êtes d'accord qu'on utilise ça dans ce but-là? Mais ils vont l'utiliser évidemment pour d'autres choses. Et d'ailleurs, il y a un procès en cours aux États-Unis où cette fonctionnalité n'est pas désactivée pour le moment. D'accord. Oui, parce que ça concerne l'Europe, le Québec aussi, je pense. Le Canada. Le Canada de manière générale, où là aussi ils vont reposer la question aux gens, savoir s'ils veulent ou pas. Moi, c'est clair, je veux pas. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien de cette histoire. Oui, j'ai juste un point quand tu dis ils vont l'utiliser pour autre chose. Non, ils peuvent pas. Ils doivent décrire le traitement qu'ils vont faire. Donc ils peuvent pas, sinon ils auraient vraiment un problème majeur. Parce qu'ils n'ont pas déjà des problèmes majeurs pour l'instant. Si, mais ils en auront un nouveau encore. Alors qu'à la base, ici, ce qu'ils font est plutôt extrêmement intelligent parce qu'en le demandant à l'utilisateur, ici, ils sont dédouanés du principe. C'est l'utilisateur qui donne son consentement. Donc à partir du moment où il a donné son consentement, plus personne ne peut rien dire. Donc c'est le bon moment, ils font un bon choix. Enfin, c'est le bon moment. Légalement, c'est le bon moment. D'un point de vue médiatique, c'est pas le bon moment du tout. C'est parce que la GDPR démarre, c'est quoi, c'est le 26 fin mai, hein, 25 mai, et que là, ils ont un calendrier qui est plutôt embêtant par rapport à... Ils pouvaient le laisser désactiver, tu vois, et sortir ça en juin, en juillet. Tu vas attendre. Donc voilà, c'est un mauvais timing. C'est un drôle de timing, en tout cas. Faudrait voir où est la logique derrière, mais ça on ne le saura probablement jamais, ou alors on le saura plus tard, peut-être. On reste chez Facebook, Sébastien, justement, et je vais te laisser la parole, pour parler peut-être du modèle économique de Facebook, quelque part aussi. C'est de ça dont il s'agit dans ton... Oui, plus ou moins. Alors c'était... moi, j'avais regardé quelques extraits de la déclaration de Mark Zuckerberg. Il y avait une ligne d'audition et il y a devant le Congrès, il y a une phrase qui était amusante. C'est à partir du moment où on lui demandait mais comment il gagnait sa vie. Et donc Mark souriait pour revoir cette vidéo avec un sourire très, très, enfin je veux dire un foutage de gueule, limite, nous, on met des publicités. Et donc, il y a TechCrunch qui, suite à ça, cette semaine, s'est amusé à faire toute une étude sur ce que rapportent les utilisateurs à Facebook. Est-ce que Facebook devrait faire payer aux utilisateurs suivant les différents pays, parce qu'effectivement, si un utilisateur européen n'a pas le même prix qu'un Canadien, qu'un Américain, ou qu'un Chinois. Donc, ce qu'il faut faire payer effectivement à certains pays pour contrebalancer l'effet de la publicité. Et donc, grosso modo, on est entre 7 et 10 dollars par mois pour avoir un accès à Facebook. Voilà,
c'est ce qu'aujourd'hui rapporte un utilisateur à la boîte. Et puis ils ont aussi tout un calcul psychologique en disant alors quel est l'impact de mettre un prix à cette hauteur-là pour un utilisateur de Facebook aujourd'hui. Et donc là après il y a la question, mais eux ne peuvent pas y répondre, c'est est-ce que effectivement si on te demande demain de payer $11 ou $10 pour avoir accès à Facebook sans publicité ou de continuer à avoir la publicité, est-ce que ça va être une appréciation, tu vois, est-ce que les gens vont être contents en se disant non, je vais être content d'avoir gardé la publicité pour économiser $10, ou est-ce que ça va être un ressentiment en se disant non, ils arrivent à se faire au moins $10 avec mes datas par mois. Donc là c'est une question qui est voilà, psychologique à laquelle ils peuvent pas répondre parce que c'est l'utilisateur qui doit le définir. D'autant qu'il y a une multitude de réponses possibles. Un utilisateur n'est pas l'autre, c'est ça que je veux dire. Oui, mais c'est la globalité. Voilà, est-ce que ils vont se faire insulter dans la globalité ou est-ce que ça va passer majoritairement? Voilà, globalement, il est probable que, vu l'état actuel, s'ils veulent le faire, c'est le moment de le faire. C'est pas dans 6 mois, c'est pas l'année prochaine, c'est s'ils veulent un modèle hors pub, c'est le moment de le faire pour effectivement contrebalancer tous les problèmes actuels. Mais ça risque d'être quand même relativement compliqué à faire avaler aux utilisateurs de payer $10. Alors pour un service qui était gratuit avant, mais ça a toujours été le principe du web, on a toujours appâté le client jusqu'au moment où à un moment on se dit il faut manger les gars. Mais $10 pour un service comme Facebook, c'est cher quoi. C'est plus cher que le Télé10 aujourd'hui en Belgique ou que presque pour un accès internet. C'est loin d'être évident. C'est le prix de Netflix dans sa version la plus chère. Est-ce que tu es prêt à payer $10, tu vois? Est-ce que les gens sont prêts à payer $10 pour un réseau social? C'est ça aussi. Est-ce que tu es prêt à payer $10? Parce qu'il y a des alternatives quand même aussi. Donc voilà. Enfin, la question reste ouverte. D'autant plus que je le disais, mais il y a différents types de comportements. Ça va du total réfractaire en disant moi je ne veux surtout pas apparaître sur les réseaux sociaux. J'en connais qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et qui ne veulent pas être sur les réseaux sociaux. C'est tout à fait respectable. Et puis à l'autre spectre, l'autre côté du spectre, tu as ceux qui disent moi non seulement j'y suis, mais je dis tout ce que je veux, tout ce que je fais, etc. Et j'en ai rien à foutre qu'on se serve de mes données à tire-larigot. Voilà. Et entre tout ça, tu as toute la panoplie des gens qui voilà. On est tous différents. Et je connais même des personnes, parce que $10, tu vois, c'est aussi pour l'utilisation que toi ou moi on en fait, mais c'est 10 fois trop cher. Clairement. Parce que on poste un message par semaine et encore. Donc ça ferait très cher le message. Mais à côté de ça, je connais des gens qui utilisent Facebook pour faire une sauvegarde de leurs photos. Oui, c'est ça. Ils font des albums privés, ils se disent non, tout est sur Facebook. Oui, mais c'est des albums perso. Et puis c'est pour personne, c'est mes sauvegardes de photos. Un autre aspect, c'est la messagerie aussi. Messenger, on connaît tous des gens dans nos entourages qui ne communiquent plus que par Messenger. Voilà, c'est devenu un truc complètement intégré. Ça fait partie. Énormément de gens également, soyons clairs, j'en terminerai personnellement par là, qui pensent qu'Internet c'est Facebook, qui ne vivent qui ne avant c'était Google. Oui, c'est un peu ça, mais Google quand même conduisait vers des portes différentes et vers des univers différents. Ici, il y a des gens qui prennent Internet pour avoir Facebook et qui ne sortent pas de Facebook, qui considèrent que l'Internet c'est Facebook. Non, Facebook ça appartient à quelqu'un et quand on y met quelque chose, ça appartient à ce quelqu'un qui a mis Facebook à votre disposition. C'est ça qu'il faut dire aux gens finalement. Xavier. Mais il y a un autre aspect un peu vicieux aussi, c'est que si on gère une société et qu'on veut gérer une page donc pour cette société, on est obligé, si je ne me trompe pas, d'avoir un compte privé pour pouvoir gérer cette page. Donc quelque part, il y a un effet un peu pervers, c'est que comme on a un compte privé, on va avoir des infos, on peut être tenté de réagir ou autre. Donc voilà, on est quelque part. Il y a des cas où on est obligé de s'inscrire sur le réseau social. Après, on peut faire le choix, on peut encore faire le choix de pas être présent, mais bon, tu peux tout bloquer, tu peux ne rien publier en ton nom, ça reste de l'ordre du possible, mais la tentation est là, clairement. Et c'est vrai qu'il y a certainement des gens qui sont, pour des raisons professionnelles, quelque part obligés d'être sur Facebook, mais qui n'ont pas envie de partager leur vie sur Facebook et qui n'ont pas besoin d'avoir Facebook pour prendre leur téléphone et appeler des potes quand ils ont envie de faire la fête, par exemple. Voilà, enfin,
c'est un grand débat, effectivement. Hein, ce côté, est-on prêt à payer pour ne plus avoir de publicité? YouTube a fait le test, ou fait le test avec YouTube Red. D'autres opérateurs, le principe freemium, entre guillemets, est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que c'est un vrai modèle économique ou c'est un peu hybride avec la publicité? C'est en compensation de la publicité ou des manques de rentabilité publicitaire? Je ne sais pas. Bon, je n'ai pas de réponse à donner à ça. Et puis, c'est pas parce que tu vois plus de pubs qu'on ne se sert pas de tes données. Effectivement, parce que quand on voit le nombre de requêtes qui sont faites via Facebook sur n'importe quelle page sans nécessairement avoir ouvert Facebook ce matin, c'est assez bluffant quand même. Mais ça, on y reviendra peut-être une prochaine fois. Pas faire tout le débat ici. Je pense que Facebook en a pris déjà bien plein les dents depuis quelques semaines. On va justement clôturer ce F comme Facebook, Sébastien, justement avec les scandales. Il va y en avoir d'autres, à coup sûr, non? Oui, et celui-ci est relativement récent. C'était donc on enregistre jeudi. Ici, on est quoi, le 19, le 20, le 19 Le 19. Le 19. Hein. Et 20h56. Voilà, et donc ça date de minuit 56. Donc ça date de ce matin, c'est tout chaud. Et donc Facebook est en train d'ouvrir une enquête pour un problème avec leur plugin d'authentification. Donc, à partir du moment où il y a un plugin, un petit bouton « Connectez-vous avec Facebook » sur les sites, il se fait qu'il y a certains JavaScript qui ont réussi à intercepter la communication entre le moment du login et le moment où tu quittes la page, tu reviens, etc., pour récupérer tes datas. C'est ça. Donc, quand tu cliques sur login, il y a moyen que certains scripts réussissent à avoir en même temps ton nom, ton adresse email, ta date de naissance, etc., une partie de tes infos sur Facebook, suffisamment pour t'identifier, pour te traquer, pour pouvoir après te cibler d'un point de vue publicitaire. Et c'est là qu'on en vient, c'est qu'il y a certaines compagnies qui ne se sont pas privées pour effectivement créer ce script. C'est pas juste un exploit qu'on a trouvé. Ce script existe, ce script tourne aujourd'hui sur des sites, et ils ont siphonné les données donc de tous les gens qui utilisaient un login sur Facebook sur pas mal de sites. Et on parle pas de sites pirates à la con, ni de trucs où tu dis tant pis pour toi, t'avais qu'à pas y aller et en plus utiliser Facebook sur un site pirate. Non, on parle d'énormes gros sites comme des trucs comme Fiverr, MongoDB. Dans le premier million des sites les plus utilisés au monde, il y en avait 434 qui sont affectés par ces régies publicitaires qui ont été siphonnées les datas de Facebook. Donc là, on n'a pas encore vraiment d'idée de l'impact de combien de personnes ont effectivement été siphonnées. L'impact technique immédiat, c'est que toutes les nouvelles applications, les demandes d'applications chez Facebook sont bloquées pour l'instant. J'ai appris ça ce matin. Et donc, si vous créez un site où vous avez imaginé une application qui nécessite un login via Facebook ou utilise aussi, parce qu'en général on le met toujours en face à face avec toujours une bonne vieille inscription à la main, mettez votre adresse email, un login, etc. Ça fonctionne encore aussi. Ou avec Google aussi. Google a un script qui permet également de faire des inscriptions sur des sites ou des applications. Si vous en créez un aujourd'hui, il va être bloqué parce que toutes les nouvelles applications Facebook à ce niveau-là ne sont pas validées, en tout cas pas dans l'immédiat, sans doute pour opérer les contrôles et resserrer un peu les boulons là où ça lâche un peu. Oui, mais voilà, là je trouve ça quand même assez étonnant parce que autant le coût de l'application qui siphonnait tes datas, ok, c'était le principe de Facebook à l'époque, et c'était utilisé à tort et à travers, on recevait 200 notifications d'applications de tous tes amis en même temps, c'était chiant à mourir. Donc autant là on s'en souvient, autant ici sur un plugin d'authentification, je trouve qu'ils ont quand même été un peu faibles en sécurité si à cause de ça les datas de tous les utilisateurs se sont trouvées d'une certaine manière sur le web. Et bon voilà, ils n'ont pas juste 2 ingénieurs, c'est des milliers de gars chez eux, et je suis étonné qu'il ait fallu autant d'années pour trouver cette faille alors que ça a été utilisé par des publicitaires. Donc d'une certaine manière il y a un truc quelque part qui fait que c'est pas clair. Ouais. En tout cas, c'est ça qui est étonnant, et on en revient 10 secondes à l'exposé de Mark Zuckerberg devant le Sénat américain.
ça a l'air d'être tellement léger comme manière de voir les choses que c'en est étonnant pour une boîte comme celle-là. Ou alors, le sénateur lui a dit. Il a dit, mais chaque année, vous venez vous excuser. C'est ça. Ou alors Zuckerberg est le roi des cons. Et on l'a un peu idéalisé parce que très jeune, il monte une start-up, la start-up, entre guillemets. Et en fait, c'est un couillon. Ou alors, il se fout de la gueule du monde. Ou alors, il n'est pas maître chez lui. Ce qui est une troisième possibilité qui n'est pas totalement improbable non plus. Soyons clairs. On ne peut pas tout contrôler non plus. Enfin, je pense. Donc, affaire à suivre, on va dire ça comme ça. Ça risque, oui. Ça risque, donc affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Si vous avez une opinion sur ce sujet, n'hésitez pas à partager votre opinion avec la communauté des technos en commentaire sous cette vidéo. Sur Facebook. Sur Facebook. Allons-y gaiement. Ou sur Twitter, ça marche aussi. Parce qu'on lit vos tweets également, l'air de rien. F comme Fiscnet Plus, c'est une information belge. Xavier, parce qu'on a des informations belges, on a des sites qui nous parlent de fiscalité en Belgique. C'est le nouveau site Fiscnet Plus qui ne plaît pas à tout le monde. Il faut rappeler ce que c'est. Mais en fait, la Belgique fait des efforts pour informatiser l'administration. Par exemple, avec l'e-ID, on est encore loin de ce qu'on fait en Estonie, mais on a quand même une carte d'identité électronique. Et le nouveau site du portail d'accès aux données fiscales, Fiscnet Plus, fait débat puisque la mise à jour en fait a été faite à partir de la licence SharePoint du SPF. Donc l'administration a pas mal de licences SharePoint qu'ils utilisent en interne. Ici, pour réaliser le nouveau site, ils ont utilisé leur licence et l'effet de bord, c'est que pour se connecter à ce nouveau site, on est obligé de passer par un compte Microsoft. Donc, on est obligé de créer un compte Microsoft. Et donc, Microsoft va pouvoir se procurer pas mal de données, les noms, prénoms, localisation, etc. des utilisateurs. Il pourrait éventuellement aller un petit peu plus loin. Donc, c'est quelque chose qui plaît pas à tout le monde à l'heure de la GDPR. Et d'autant plus que on fait appel à une société externe pour authentifier des utilisateurs sur des aspects tout à fait légaux et privés. Donc, je résume. Pour avoir accès à ces données fiscales en Belgique, via l'Internet, on passe via une application qui est très bien faite, via un site, qui nécessite d'avoir un login Microsoft. Pour pouvoir obligatoirement. Il n'y a pas le choix. C'est quand même magnifique parce que ces données ne sont probablement pas stockées en Europe d'ailleurs. Si, ils ont des trucs. Je suis mauvaise langue alors. Oui, on est mauvaise langue, mais je comprends qu'on râle là-dessus. Mais ceci dit, il y a de quoi râler, Seb. Oui, non, bien sûr. Surtout qu'on a toutes les possibilités en Belgique de t'authentifier avec des apps qui ont été développées par le gouvernement, la carte d'identité, il y a plein de moyens de le faire. Alors que c'est ici, ça sent en plus le mauvais, le mauvais gag, pas gag, mais le mauvais code d'informaticien qui n'a pas pensé un petit peu plus loin et qui va corriger son truc. Voilà, ça fait un peu polémique et puis voilà. C'est surtout là aussi, c'est très léger. C'est codé par Mark Zuckerberg, ce truc. Il y a d'autres sites où on peut déjà s'authentifier avec sa carte d'identité. Donc je trouve ça, c'est un peu aberrant que ce soit pas quasi tous homogène. Oui, quasi tous. Pour MyPension, par exemple, pour aller voir le niveau de votre pension, la fiscalité, pour remplir sa déclaration d'impôt, c'est la carte d'identité. Non, mais il y a une cinquantaine, plein de services, tout ce qui est médical, etc. C'est aussi la carte d'identité, électronique, je vais y arriver, en Belgique. Je vois nos amis français au loin qui disent « Oh, ils ont tout ça, eux ». Oui, et en plus, ça marche. Sauf là, c'est voilà. Ils ont pas fait attention à la manière dont ils ont codé le truc. Et ça énerve, évidemment. Ça, on s'en doute un petit peu. Voilà. Affaire à suivre, une fois de plus, ou qu'est-ce qu'ils vont faire est-ce que quelqu'un a la suite de cette aventure déjà? Pas Xavier. Seb, non, à mon avis, oui, j'allais voir le site, effectivement, pour voir si c'était toujours le cas. Créer ton account. Parce que du coup, ça fait un ramdam politique. L'opposition. Moi, je suis allé dessus aujourd'hui. Il y a quelques heures. Ouais, effectivement, c'est toujours le cas. Voilà. Donc, bim. Non, mais du coup, ça devient un vrai problème. Enfin, c'est un problème technique, certes. Ça devient aussi un problème politique parce que, évidemment, l'opposition
se lance comme un seul homme sur les élus pour dire mais qu'est-ce que c'est que ce Beans, vous ne savez pas gérer les affaires correctement et on en reparlera aux prochaines élections et patati patata. Enfin voilà, c'est... Que rajouter? Je vois Sébastien qui reste un petit peu dubitatif dans son coin. Oui, parce que d'une certaine manière, même quand tu cliques, j'ai l'impression que ça a été plutôt lancé à l'arrache. Je suis même pas sûr. Parce que... C'est ce qu'ils disent. Hein. Ils disent qu'ils n'ont pas trop réfléchi au fait que ça pouvait avoir des conséquences, quoi, tout simplement. Parce que c'est fisconnetplus.be. Quand tu cliques sur le logo, tu arrives même sur un myfinfisconnetapi.azurewebsite.net/machin. J'ai l'impression que ça sent plus le truc de dev que les mecs ont balancé, ou même est-ce que ce site est même réellement de l'administration? Parce qu'à part un logo... Apparemment, oui. Mais... Oui, effectivement, parce que c'est sur un domaine .fgov.be. Hein. Oui, ça, ne jugeons pas là-dessus. Effectivement, c'est un site fgov.be, donc ça appartient à l'administration. Ou alors ils se sont fait pirater par Microsoft. Alors là, si c'est vrai, on a lancé un truc. Bon, ben voilà, comme quoi, vous voyez, rien n'est parfait, même en Belgique. Comment prendre la courbe rentrante. On notait la lettre I comme Intel, Sébastien. Intel qui abandonne son projet Vaunt, qui portait un autre nom aussi, me semble-t-il. Ouais, Superlight ou un truc comme ça. Un truc bizarre, ouais. Enfin, c'était tout ce qui était device, en fait, chez Intel. Oui, c'est les lunettes, de réalité connectée, tout le bazar. Ouais, en gros, c'est plus ou moins ça. Ils avaient annoncé... ils avaient montré un truc début février et donc la plupart des gens se disent c'est génial, on y revient, on relance des trucs, un tel 6 mai ça va être génial. Bon ben voilà, ils n'ont pas les sous, personne n'est intéressé, donc ils abandonnent le bestiau déjà maintenant. Donc ça n'a pas attendu très longtemps, quoi. Google a bien plié le truc aussi, côté lunettes, les lunettes sont pliées. C'est donc voilà. C'est dommage parce que pour le moment, pourtant la techno a pas mal évolué ces dernières années. Intel aurait pu mettre un peu de techno aussi. Ouais. Et t'as des boîtes qui s'en sortent bien. Il y a Vuzix qui fait des trucs qui sont vachement plus sympas que ce que Google faisait à l'époque. Ça ressemble à des lunettes classiques de soleil. T'as toutes les infos en réalité augmentée pour du business ou pour du perso. Donc bon voilà, c'est dommage que ce soit aussi vite enterré à cause de Google finalement. Ouais. C'est typiquement, je pense, le genre de technologie qui va ressortir un jour ou l'autre, mais par un phénomène de mode un peu inattendu. En 10 ans. Bon, peut-être pas 10 ans, mais peut-être avant, peut-être lié à un buzz, lié à un réseau social ou une application un peu particulière. Enfin, je vois un truc un peu hybride qui va intégrer cette technologie de manière intelligente et qui va devenir un peu le truc un peu indispensable. Ouais, je sais pas si tu te rappelles, sorry Xavier, t'avais les casques d'ailleurs de réalité virtuelle à l'époque. On vient d'en sortir ici, ça se vend coup-ci coup-ça, mais en tout cas ça se produit, ça se vend, et c'est une techno qui est quand même pour les prochaines années. Ouais. À l'époque, c'était fin des années 90, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des Power VR, il y avait 2 ou 3 casques qui sont sortis, ça faisait du 320-240, et après une demi-heure, tout le monde allait vomir. Ouais. Mais ça coûtait à l'époque 500-600 € le casque. Ce qui était énorme, parce qu'il faut voir l'inflation de l'époque, c'était quasi un mois de salaire ou un mois de salaire. Ouais. Donc, c'est une techno qui a repris presque 20 ans à mûrir pour ressortir. Quoi. Et à la faveur de, on ne sait pas très bien, un phénomène de mode aussi, sans doute, quelque part. Oui, Xavier. Moi, j'ai vu des projets qui donnent vraiment envie d'avoir ce genre d'outils, par exemple. Enfin, moi, bêtement, j'ai vu une application où on va apprendre à jouer au piano. Donc, vous voyez les touches qui s'illuminent, en fait, en VR, tu veux dire. Pour apprendre à jouer au piano. Je trouve ça génial, quoi. Ça peut vraiment faciliter l'apprentissage de manière très importante. Donc, il y a des projets concrets qui sont utiles et qui sont, par exemple, pour la chirurgie ou autres, qui sont vraiment intéressants. Pas se tromper de programme, pour la chirurgie. Votre dos est déréglé. Bon, voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Il y aura d'autres opportunités d'avoir ce type de device, sans doute,
plus tard. P, on était à la lettre P comme photographie. Xavier, on va reparler, parce qu'on a parlé dans le hors-série de cette semaine avec Bruno, de Polaroid, mais la marque Polaroid qui revient avec des appareils comme au bon vieux temps, hein, des appareils photo Polaroid, donc photo instantanée, mais sur le mode un peu kitschounet. Ouais. En fait, ils ont lancé une grosse campagne par rapport au modèle culte qui était sorti en 96 pour tous les fans de photos instantanées. Hein. Donc, c'est cette fameuse photo carrée avec un bord blanc en dessous qu'on séchait un petit, on secouait et on séchait pour découvrir la photo directement. Ils surfent un petit peu sur la vague de nostalgie avec la sortie du Nokia 3310, les NES Mini, etc. Donc, les gens ont envie de revenir un petit peu à ce qu'ils connaissaient il y a quelques années. Et ils sortent 2 modèles qui sont pas très différents du modèle originel qui était le Polaroid 600. Les modèles sont juste un peu plus compacts et surtout beaucoup plus colorés. Ils vont sortir des éditions qui sont limitées à 2000 exemplaires et il y a une version qui s'appelle la Jazz Red et la Fresh Blue. Et la campagne, en fait, est combinée avec une série de portraits qui s'intitule Still Got It, qui est inspirée par la culture pop et c'est donc très, très kitsch. Il y a 8 personnages qui sont photographiés, qui sont des personnes connues qui étaient... c'était des personnages connus de l'époque des années 60 à 90 et ils posent avec un des 2 modèles qui s'apprête, enfin qui est le plus compatible avec les couleurs et tout ça, le look de la photo. Ces appareils ils vont être vendus à 189,99 € et surtout les cartouches, puisque on parle de consommables ici, on n'est plus dans le digital. Il y a des cartouches qui vont permettre de faire 8 prises de vue et qui coûtent 18,99 €. Donc voilà, c'est un petit gadget abordable, mais pas trop. Petit phénomène de mode, hein, aussi, le retour à la photo instantanée. Il y a une exposition à Bruxelles en ce moment, me semble-t-il, de photos instantanées, parce il n'y a pas de retouche possible, on fait la photo, c'est instantané. Ça sort complètement de ce qu'on a l'habitude de faire avec nos smartphones aujourd'hui, c'est-à-dire que mitrailler comme des pétés et ne garder que la bonne photo, là, il faut décider quand on fait la photo, et ce sera la seule, forcément la bonne photo. On en a parlé récemment donc avec Benoît sur le hors-série précédent, avec cette imprimante qui fonctionne sur le même principe que le Polaroid, d'ailleurs c'est le même brevet, qui vous permet d'imprimer votre photo sur ce type de papier à développement instantané. Quand on dit instantané, ça prend quelques minutes quand même. Il y a un côté très sympa quand même à regarder ces couleurs qui apparaissent. Qui apparaissent progressivement, les couleurs, les contours qui apparaissent progressivement, etc. Et je te rassure, Xavier, depuis le milieu des années 90, il ne faut plus secouer le... Non, ça pourrait... C'était avant, parce que c'est vrai que les papiers étaient plus humides. Avant, il y avait plus de produits dedans. Là, ça va, il ne faut plus les secouer, il faut même les mettre un petit peu à l'ombre. Je dis ça, je fais mon malin, mais c'est Benoît qui me l'a appris dans le hors-série. Je vous renvoie à ce hors-série de ce lundi. Moi, j'ai vraiment cette image du Polaroid qu'on secouait. Oui, qui puait, qui sentait pas bon, qui sentait les produits chimiques. Voilà, mais c'est plutôt rigolo. Ceci dit, l'angle choisi, avec des trucs très très colorés, je trouve que c'est quand même fort culotté, parce que les photos Polaroid, elles n'ont jamais été très 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 colorées, justement. En tout cas, la couleur s'estompe très vite. Oui, c'est ça, c'est plutôt jaunâtre que... C'est que tu n'avais pas secoué assez. Peut-être. Ça va, hein, tu peux parler, on dirait... Non, justement, là, pour le coup, là, Sébastien, aujourd'hui, en vidéo, pour ceux qui ont l'image, c'est un Polaroid. Voilà, c'est ça. Clairement. Je sais pas à quoi c'est dû, hein, mais c'est très particulier, en tout cas. Où en étions-nous? Parce que du coup, j'ai mis un truc ici. Ah, voilà. Au truc... R. Ah oui, à la lettre R comme robot. Sébastien, Sony et quoi? Et Carnegie Mellon, j'y arrivais, c'est parce que c'est loin. C'est l'université. Oui, ben bien sûr. Ils travaillent ensemble sur un robot cuistot. Voilà. D'accord. Et oui. Bon, bah alors, quand ça va sortir, encore excellente, aucune idée, machin. Mais c'est l'université en Pennsylvanie et Sony qui se sont mis autour de la table, hein, si on peut le dire. Elle était bonne, hein. Ah oui, c'est drôle. Tu vois, même pas trop en dessous de la ceinture. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous ont cuisiné? Eh ben, ils nous ont encore rien cuisiné du tout. Ils disent juste, on va commencer à faire de la recherche et à dépenser des sous pour sortir un robot, pour faire à manger. Alors, le but, effectivement, de te faire de la bonne cuisine et que ce soit le robot qui se démerde pour faire
faire ta cuisine. Pourquoi ? Parce que tu vas dire, des robots, des trucs qui font de la cuisine, oui, on a déjà, tu mets les ingrédients, ça se coud, il y a déjà pas mal d'automatisation possible dans la cuisine. Là, ils veulent vraiment que le robot fasse à manger globalement, prenne les petits œufs, casse les petits œufs, fasse tourner la petite poêle et mettre le petit sel et hop là. Bon, on y est, hein. Tu vois, je fais souvent à manger. Donc là, tu nous as fait quoi, des crêpes, c'est ça ? Une omelette, ou je sais pas. Je sais faire du pain perdu, c'est tout. D'accord. Et alors, on se demande un peu pourquoi, parce que tu vois, c'est pas là qu'ils vont avoir le plus de business. Pourquoi les mecs veulent faire un robot qui fait à bouffer ? Oh, quoique. Hein ? Peut-être, mais pas sûr. Mais en tout cas, la réponse de Sony est assez claire. Il dit, si une machine est capable de faire de la cuisine, parce que c'est quelque chose de compliqué et délicat, c'est un robot qui pourra faire n'importe quoi. C'est peut-être, oui, c'est un exercice de style peut-être. Voilà. Ceci dit, tu pourrais aussi dire, si un robot est capable de t'opérer de la vésicule biliaire, il peut faire n'importe quoi aussi, mais pas en même temps. Oui, mais tu peux pas te tromper beaucoup. Et en plus, les gens vont pas l'acheter pour la vésicule biliaire, tandis qu'ici, de niquer tes pâtes carbonara parce qu'il a foutu trop de sel, ça va faire du buzz, mais Sony va faire de l'argent, tu vois. Ouais. Et si en plus il pouvait jouer de la musique en même temps, ça serait juste parfait. Non, mais c'est vrai que c'est complexe faire de la cuisine. Enfin, en tout cas, bien faire la cuisine, ça peut être complexe. Oui, il faut ouvrir le frigo, le micro-ondes, trouver la bonne température. Il faut trouver des solutions hybrides pour faciliter les choses au robot. Mais bon, voilà, pourquoi pas. C'est vrai que finalement, avoir une solution à la maison pour vous faire à bouffer frais, entre guillemets, c'est peut-être pas mal. Hein. C'est peut-être finalement pas mal, quoi. Tu remplis le frigo et le robot fait à bouffer. Voilà. Je pense que madame sera contente, elle va être remplacée par une machine. D'ailleurs, il y a des robots qui remplacent les madames. Hein. Oui, mais juste ici, on parle de bouffe. Mais après, ils vont faire leur repassage. Oui, c'est ça. Et après, ils vont se plaindre qu'on n'a plus besoin d'elles. Mais si tu remarques dans l'évolution... C'est très misogyne ce que je viens de dire. Oui, pire, si tu regardes dans l'évolution, à chaque fois qu'on a demandé à l'homme de faire une tâche ménagère, il a fait une machine. Tu vois, on a fait la machine à laver, on a fait le sèche-linge, on a tout. À chaque fois, on a fait une machine. Oui. Moi, j'ai un aspirateur. Voilà. L'aspirateur, on a inventé, oui, c'est ça, des trucs pour le faire tout seul. Maintenant, on nous demande peut-être trop de faire à manger. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, allez, on va arrêter de dire des bêtises parce qu'on va perdre le pourcent d'auditrices qu'on a. On a 1% d'auditrices d'après les derniers chiffres. D'après les sondages, 1% d'auditrices. Et on essaye de les garder, mais c'est pas avec des propos pareils qu'on va y arriver. Pardon, mesdames. Ou madame. Parce que... T'es seul. Non, on en a au moins 2 qui se sont manifestés. Hein. Ah, ça va. Allez, on passe à la lettre S comme sécurité. C'est la marotte de Seb. S comme Seb aussi, du coup. Telegram banni. C'est 15 millions d'IP qui sont aussi bloqués en même temps. J'ai lu la phrase sans la comprendre. Voilà, exactement. Donc Telegram, c'est le truc de messagerie cryptée russe. Dont de Pavel Durov, c'est pas une marque de capote. Et donc, ce truc a été utilisé par, en général, tout ce qui est blockchain, toutes les discussions sont là-dessus, mais il y a eu des terroristes, et il y a plein de discussions très sympas sur Telegram aussi, c'est une app de messagerie, quoi, comme Messenger. Ouais. Et le problème, c'est que les autorités russes ont frappé chez Pavel. Ils ont dit, Pavel, nous, on veut savoir ce que les gens disent, donc c'est la loi russe, tu dois enregistrer toutes les conversations et nous les donner. Et c'est pas le genre du gars, parce que le gars, déjà à l'époque, il avait dit hors de question, nous on crypte tout et on peut nous passer sur le corps, on ne donnera rien. Et donc, la réponse de la Russie a été relativement claire, elle a dit, pas de problème, si tu donnes pas, on bloque. Ah oui. Et là, ça a commencé un petit jeu du chat et de la souris en Russie, parce que Telegram utilise des serveurs Amazon US. Ils utilisent aussi des serveurs Google, et donc ils ont commencé à changer les IP de tous leurs services, parce qu'ils ont tout un système distribué. Et donc ils ont commencé à utiliser toutes les IP d'Amazon, de Google, et ici ils ont eu le support ils ont eu le support de Apple, Google, Amazon et Microsoft, qui ont refusé de céder et qui ont laissé du coup se faire bloquer par la Russie, parce que la Russie a bloqué
toutes les IP de tous les services cloud de toutes les boîtes que je viens de citer, parce que Telegram était dessus. Donc voilà, ils n'ont pas fait dans tel, ils ont bloqué, on parle quand même de 15 millions d'IP, 15 millions de serveurs qui sont bloqués par la Russie, et c'est un petit peu aussi alors il y avait un autre truc dans l'article, il y a une autre application qui était Zello, qui a aussi refusé à l'époque en Russie de donner toutes les infos. Zello, c'est un genre de talkie-walkie. J'ai essayé l'app, elle est assez pourrie, et le principe était sympa, mais l'app est malheureusement un peu pourrie, parce que c'est juste un gros bouton et tu choisis des channels et il y a pas de contenu. Mais sinon, c'est tout le monde parle dans le même channel et tu crées des channels. Une espèce de chat pour discuter de ça. IRC vocal, quoi. Vocal, c'est ça. Comme la CB, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, comme la CB. C'est super. Et c'est pour ils donnent des infos sur le trafic, sur le machin. Il y a plein de channels, et donc ils s'étaient fait bloquer aussi par la Russie, mais à l'époque ils ont joué à la même chose que Telegram, mais Zello est beaucoup plus petit et beaucoup moins connu, et là ils se sont simplement fait dégager par Amazon. Donc ici, vu la taille, les grands groupes ont dit ok, on se met du côté de Telegram et on le laisse continuer à jouer, à changer d'IP dans tous les sens. Mais voilà, l'histoire n'est pas finie, parce que je doute que la Russie dise en un coup ouais, finalement on va laisser tomber. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres applications qui sont mortes en même temps, alors. Oui, il y a une grosse partie du web qui marche moins bien. Beaucoup moins bien. Il a cassé Internet. Ils peuvent plus utiliser Tinder, quoi. Voilà. Si, mais uniquement à gauche. Voilà. Non, mais enfin, voilà, une fois de plus, alors je ne veux pas faire mon vieux, etc., mais on se rend compte quand même que les entreprises, alors on parle beaucoup des GAFAM, mais finalement Telegram pourrait en faire partie aussi quand on parle de taille sur lesquelles on ne peut plus opérer de contrôle quelque part. Enfin, quand je dis de contrôle, c'est pas fliquer les gens, hein, c'est juste essayer de garder les gens dans les clous, quoi. On fait pas n'importe quoi avec les outils, machin, ça devient très très difficile finalement. Hein, oui, mais c'est vrai pour tout l'Internet. Hein, oui, c'est les corporations. On revient sur des continuums et sur des séries où on se dit, dans 50 ans, c'est les corporations qui dominent. On n'en est pas loin, on est en train de le voir arriver. Ouais. Ici, Telegram, d'une certaine manière, s'est présenté gentiment, hein, positivement. Si on prend la loi en Belgique, la loi belge, normalement aussi, devrait pouvoir permettre aux autorités de dire à Telegram, on veut telle conversation et vous vous débrouillez pour nous la fournir. Ouais. C'est comme ça en Europe aussi. Donc je vais pas frapper sur la Russie, ils ont peut-être leur raison, peut-être pas, hein, parce que voilà, ils ont une histoire qui est quand même plus dure que la nôtre sur la répression c'est ce que j'allais là-dessus. Dire. Mais... Quand c'est un État ou un système démocratique qui demande des renseignements, ça marchera pas de la même, enfin c'est la même manière, ils ne donneront pas. Voilà, mais si demain il y a un changement de régime en Belgique ou en France et qu'ils ont les mêmes droits finalement de pouvoir avoir accès aux informations, ça va pas nécessairement nous plaire du coup. Non, mais au niveau discussion terroriste, ils n'allaient pas donner non plus. Voilà, oui, ils disent on bloque les comptes, mais c'est tout, quoi. Donc voilà, c'est un vaste problème. Hein. Enfin, on ne va pas en sortir là, mais ça mérite réflexion. Et je pense qu'il y a plein de gens qui y réfléchissent. Et si vous creusez un petit peu, vous allez trouver plein d'informations à gauche, à droite, de gens qui ont réfléchi sur justement comment est-ce qu'on peut faire le futur de notre civilisation. Le futur, oui, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Comment est-ce qu'on va pouvoir légiférer sur ces contenus, sur ces modes de diffusion, etc. C'est pas simple, clairement. Alors, on va c'est la lettre S comme sécurité, Sébastien, pour parler d'AdBlock Plus, qui a eu une mise à jour récemment. Il faut faire attention, apparemment. Non, pire, en fait, et c'est alors que Google a plutôt tendance en général à avoir un bon filtrage d'applications pourries sur le Chrome Store ou sur le Play Store, ici on s'est retrouvé avec une série de faux AdBlock Plus qui s'appelait Super Block Ad Plus, Super Ad Remover, Super machin, et en fait les gens apparemment sont suffisamment naïfs que pour cliquer sur le truc parce qu'ils se disent je connais pas, je m'en fous, il est écrit que ça retire la publicité. Ouais. Alors en fait ça retirait pas du tout la publicité, ça siphonnait juste tout ce que tu écrivais pour l'envoyer sur tes serveurs. Ah super. Donc voilà, c'était pas super efficace et en plus ça siphonnait tout. Mais il a fallu un certain temps, ça fait quand même 20 millions de personnes, donc ça sévit depuis l'année passée. Et ici, surtout ceux qui ont été désactivés ces derniers jours, il y avait 20 millions d'installations
compter. Donc il y a 20 millions de Chrome qui se sont fait siphonner leur data pendant des mois et des mois. Et là, on parle de tout ce que tu as encodé. Tu peux être en HTTPS, tu as mis ton numéro de carte de crédit, on s'en fout, tout a été siphonné. Un keylogger, donc voilà. Et là aussi, c'est étonnant que Google n'ait pas pris suffisamment de précautions sur ce qui a été mis sur son store. Sur des apps qui ont été installées par des millions et des millions de personnes. Oui, parce qu'on peut critiquer, alors faut pas dire que ça n'arrive pas aux autres non plus toujours, hein, mais des fois on critique un peu Apple quand il tarde à valider des applications, à mettre sur l'App Store, etc. Mais finalement, moi je préfère ça que finalement autant de largesse sur des plugins, sur quand même quelque chose d'essentiel. Hein. Naviguer sur Internet, ça reste quand même la porte d'entrée de tout, quoi. Enfin d'une majorité de choses. Hein. Alors, ce qui est encore plus flippant ici, je trouve, dans une certaine manière, c'est que, parce que bon, ok, on en a plein d'autres, hein, des news qui auraient pu être là-dessus, c'est que d'abord, c'est pas Google qui l'a trouvé, l'info, c'est AdGuard, c'est une boîte de sécurité. Ouais. Et en même temps, tu as Google qui lui, a les moyens ils ont une cellule spéciale et qui ont balancé des failles, on en a parlé il y a quelques semaines sur Microsoft, sur l'Internet Explorer, des failles qui n'étaient pas corrigées. Et donc, ils sont un peu le chevalier blanc de la sécurité et ils oublient un petit peu la poutre qu'ils viennent de prendre en pleine tête en disant, bah les gars, regardez quand même, quoi. Ouais. Donc, il y a un petit peu de boulot, il y en a qui vont pas bien dormir. Ouais, c'est sûr. En particulier ceux qui ont installé un faux adblock pensant que c'était un bon bloc. Ouais, mais s'il a disparu, parce que quand il le retire du Play Store, il disparaît aussi. Il disparaît aussi. Ouais. Si vous avez perdu une extension qui bloquait vos pubs, il faut poser des questions, les gars. Ouais, c'est ça, changez vos mots de passe déjà. Voilà. Commencez par là. Tiens, on parle sécurité, Sébastien, on s'en rappelle, on avait dit le seul truc qui était encore valable dans ce monde, c'était CCleaner, cette application qui permet d'avoir un Windows tout propre, tout droit, tout clean, comme son nom l'indique. Et on avait appris il y a quelques temps maintenant, je ne sais plus combien de temps, que CCleaner avait été un petit peu noyauté, hacké, moins qu'on puisse dire, qui n'avait donc pas toujours été clean. On sait maintenant comment, apparemment, Sébastien. Oui. Et pour ne pas avoir été clean, là aussi, mais on parle de moins de 20 millions, parce que les 20 millions, c'était... Ici, on parle que 2,2 millions d'utilisateurs qui avaient été vérolés, ce qui est quand même énorme. C'est quand même beaucoup. C'est quand même... On les met tous dans la rue, ça fait mal. Oui, c'est ça. Et en fait, la faille est vraiment une... Voilà, c'est hyper grotesque. Les pirates sont simplement rentrés dans le réseau des gars d'éditeurs de CCleaner par un TeamViewer. Donc il y avait un TeamViewer sur une machine, ils ont réussi à avoir l'authentification du compte du gars, ils sont rentrés dessus et ce gars effectivement avait des accès lui sur les serveurs pour distribuer les mises à jour. Et donc au fur et à mesure ils ont installé quelques petits softs pour avoir des accès à distance en dehors de TeamViewer et puis ils ont balancé toute la sauce dans CCleaner. Ce qu'ils ne comprennent pas encore pourquoi, c'est à partir du moment où les gars sont rentrés, pourquoi il a fallu, alors c'était 4 à 6 mois entre le moment où ils sont rentrés et le moment où ils ont décidé de passer à l'action. Donc ils ont peut-être attendu un peu, mais voilà. Ils espéraient peut-être en savoir plus, ou ils attendent. Enfin oui, ils avaient peut-être un calendrier caché. C'est vrai, ils auraient pu agir directement et peut-être faire encore plus de mal. Enfin, je sais pas. Donc, il y a un couillon qui, pendant sa pause de lunch, il y a son TeamViewer activé sur sa machine. T'imagines le truc quand même. C'est exceptionnel. Des fois, les solutions les plus simples sont les meilleures. Ouais. Soyons honnêtes. Mais qu'on ne s'en rende compte que si longtemps plus tard, c'est ça qui est particulier. Ils avaient fermé la session quand il est revenu. Non, mais c'est particulier. Enfin, là, tout est propre, tout est net, tout est clean maintenant. Oui, et TeamViewer a pas mal changé aussi. Hein. Donc, si tu essayes de te connecter sur une machine, TeamViewer maintenant te demande au compte si tu autorises cette machine à accéder à ton compte. Donc, il y a pas mal de sécurités qui sont arrivées depuis parce que TeamViewer s'est fait beaucoup avoir ces dernières années parce que les gens utilisaient les mêmes comptes qu'ailleurs. Hein. Donc, c'était très, très, très dangereux. À garder à l'œil, évidemment, ce genre d'outils peut être très pratique, hein, il faut être clair. Mais il faut le couper quand vous allez manger. C'est ça, voilà, c'est préférable. On en est à la lettre S. S comme smartphone. Xavier, j'ai relu
relu le titre de ta news et ça mérite une explication. Samsung crée un smartphone déconnecté. Oui. Voilà. Une enveloppe. Ils ont fait un smartphone en fait qui n'a de smartphone a priori que le nom, puisque c'est un smartphone qui a pour but de supprimer les addictions à tout ce qui est réseaux sociaux, streaming vidéo ou le surf sur le web en général. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le vendent et ils le vendent principalement aux parents. Donc ce modèle, c'est le Samsung J2 Pro. Il contient également, en gros, il va servir à faire quoi? À envoyer des photos, faire des photos, envoyer des SMS et bien sûr téléphoner. Il y a également un dictionnaire coréen-anglais puisqu'il est réservé, pour le moment en tout cas, au marché sud-coréen. Et il s'adresse principalement aux parents qui vont donner ce smartphone à leurs enfants. D'ailleurs, c'est super bien pensé puisque donc ils le vendent en disant les élèves vont éviter les distractions en tout genre aux écoles, ça va éviter les surcoûts d'internet, etc. Et en combinaison avec la vente du smartphone, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils donnent un bon de réduction, un code de réduction pour le Galaxy S et le Galaxy Note. Donc, en gros, on vend ça aux parents en disant refilez ça à vos enfants ou aux personnes âgées et on vous donne un code de réduction en plus. Donc, je trouve ça assez bien pensé et ceci dit, il y a une utilité, mais en gros, c'est rien de plus qu'un espèce de Nokia 3310 dans une version, quoi. C'est pas un vrai smartphone. Ça a la couleur du smartphone, ça a l'écran du smartphone, mais c'est pas un smartphone, quoi. C'est un appareil photo qui envoie des SMS. En gros, c'est ça l'idée. Ce sera commercialisé aux alentours de 150 €. Je sais pas combien. C'est un peu cher, du coup. Réduction. Il y a peut-être un bon de réduction de 70 €, j'en sais rien. C'est ça. Non, mais du coup, je la trouve quand même mauvaise, quoi. J'imagine que le prix fait partie de la thérapie. Voilà. Mais pour ceux qui veulent les infos techniques, c'est un écran 5 pouces QHD Super AMOLED, un processeur quad-core. Pour ne rien faire. GHz. Il y a 1,5 Go de RAM, donc c'est vraiment pas fait pour installer des apps. Il y a 16 Go de stockage, donc on peut quand même stocker quelques photos, et une batterie de 2600 mAh. Oui, parce que j'allais dire, au début de ton explication, j'avais l'impression qu'on allait nous parler de l'iPod Touch. Hein. mais l'iPod Touch se connectait à Internet quand même. Tu peux le connecter au Wi-Fi et tu peux installer des apps, etc. Donc c'est super. Quelle bonne idée, hein, Sébastien est encore plus dubitatif que d'habitude. Écoute, au moins celui-là, parce que Samsung est bon dans les charts, il va pas exploser ton cerveau en 2 minutes, tu vois. Il va pas exploser tout court. Non, par contre, la batterie pourrait exploser, là. La batterie peut-être, mais bon, les téléphones à 50 balles qu'on rappelle en France parce qu'ils explosent les niveaux de nuisance. Ah oui. Voilà. Qu'on vend chez nous, par contre, chez nous, on les rappelle pas. Non. De toute façon, chez nous, on s'en fout des cancers des cerveaux. On est déjà tous grillés. On s'en fout. On s'en fout complètement. Bon, voilà, une ça bonne pourrait nouvelle. Marcher, hein, honnêtement. Je sais pas, je suis pas sûr, mais bon. C'est quand même fort cher, hein, tu vois. Mais si t'as un bon de réduction, tu comptes t'acheter un Galaxy S, tu dis, je vais prendre un smartphone pour mon gamin. En plus de ça, il va pas m'exploser son forfait. Ceci dit, pour les enfants, pour les habitués, peut-être. Tu vois, les habitués à avoir un truc collé à l'oreille. Pourquoi pas. W, on est là dans ce 165e épisode des Technos qui s'achève. La lettre W, c'est oui mais non. J'ai encore du mal à m'y habituer. W comme oui mais non. Xavier, on va parler d'une nouvelle invention japonaise pour lutter contre les nuisances sonores. Tout à fait, ils sont forts ces Japonais. Donc on sait tous qu'ils sont à la pointe de la technologie et en particulier en matière de on va dire WC pour faire attention à notre public français. Donc pour les sanitaires, on a la pointe de la technologie au Japon puisqu'il y a des fabricants qui ont déjà inventé des sièges qui font le nettoyage, la désinfection, qui prennent soin de votre popotin en ayant un siège chauffant, etc. Et t'as envie d'y passer la journée, quoi. Voilà, t'as envie d'y passer la journée avec ton smartphone. Mais il y a un constructeur qui a eu l'idée de lutter contre les nuisances sonores quand vous êtes à la toilette. Donc en gros, c'est pour rester très discret ou pas, puisque en fait, pour
pour couvrir le son pendant que vous êtes à la toilette, eh bien l'appareil va être capable par exemple d'imiter les cris de samouraï du Japon féodal. En gros, ça consiste en un bouton un boîtier qu'on va accrocher au mur près des WC donc, et avec un bouton et un haut-parleur. Et quand on va appuyer sur le bouton, ben, ça va faire le bruit d'un cri de samouraï. Ça fait quoi un samouraï? Ouais, attends, je peux te le faire écouter. T'entends juste un mec qui hurle. Ah ouais. Et ça, c'est préférable au bruit habituel. J'ai un doute. Voilà. Non, mais donc l'idée, c'est de couvrir le bruit. Dites-moi si j'ai une bêtise, hein, par un autre bruit, en fait. C'est ça, c'est donc, exactement ça. Une poste de radio. Au moment où nous évacuons nos fluides corporels, appelons ça comme ça, tu appuies sur le bouton. On pousse sur le bouton et c'était un mec qui hurle comme s'il évacuait ses propres fluides. Comme s'il avait des hémorroïdes. Voilà, c'est ça. Sinon, tu peux. Oui, c'est ça. Tu peux tousser aussi, ou mettre de la musique. Enfin, c'est quand même très particulier. C'est particulier. Le japonais est particulier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, quand je vois le bouton, je pense au bouton Amazon. Vous voyez pour commander du papier toilette. Pour commander du papier toilette. Je pourrais peut-être faire une association entre les deux. Et peut-être moyen de faire un truc sympa. Donc, c'est très spécial. Hein. C'est aussi 150 balles. Là aussi, il y a peut-être moyen de faire un mix avec le faux smartphone de Samsung. Bon, ben voilà. On est arrivé au bout de ce 165e épisode. Et comme promis, on a fait un peu plus d'1 heure. Comme on a l'habitude de si vous nous écoutez à la toilette, vous avez des hémorroïdes. Voilà. Par exemple. Mais si vous avez envie de faire des bruits, poussez le son. Par exemple. On va remercier Sébastien. On va lui dire à très bientôt. Et merci à Xavier qu'on retrouve dans un hors-série lundi prochain. On se retrouve comme chaque semaine d'ailleurs pour le 166e épisode. Ce sera la semaine prochaine. Passez une très très bonne semaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des pouces et des petites étoiles. Et comme ça, tout le monde est heureux et le monde est meilleur. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.